Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue au sein de ce bâtiment assez emblématique qui abrite deux institutions. D'un côté, la Maison des sciences de l'homme, fondée en 1993, que j'ai l'honneur de diriger et qui accueille chaque année des projets de recherche avec leurs chercheurs, leurs ingénieurs, leurs doctorants, les personnels administratifs, et dont le but est finalement de soutenir des projets de recherche en sciences humaines et sociales, disons de haut niveau. Et d'un autre côté, l'Institut d'études avancées, qui est dirigé par Françoise Trublin, qui est là, que je remercie, et qui accueille chaque année en résidence 22 chercheurs de très haut niveau, on pourrait même dire encore plus que ça même, pour une période d'1 an, chercheurs internationaux. Et ces deux institutions ont des liens très forts avec le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, qui est celui de l'Europe sociale. J'en vois au moins 3. La première, c'est que ces deux institutions ont été créées par le professeur Alain Supiot, lui-même éminent spécialiste de droit social, comme vous le savez. La seconde, c'est que elles ont gardé toutes les deux au cœur de leur identité scientifique la question du social. Vous allez vous en rendre compte cet après-midi, tout simplement, puisque vous allez entendre, outre une série de collègues bruxellois, des collègues qui travaillent ici, alors, pour des résidents de la Maison des sciences de l'homme, comme par exemple Pascal Caillot, Laure Després ou ma collègue Clémence Ledoux, et aussi des résidents de l'Institut d'études avancées comme Pascal Viel et Pascal, je ne te vois plus mais tu es par là, tu es là, pardon. Pascal qui a la double casquette en plus puisqu'elle est aussi membre du conseil scientifique de la Maison des sciences de l'homme. Et puis ces maisons, en particulier les messages, accueillent des projets de recherche qui portent sur la question européenne et notamment la question de l'Europe sociale. On peut même dire que l'une des caractéristiques de cet MSH, il y en a 23 en France, c'est qu'elle gère depuis longtemps des grands projets d'ampleur européen. Et ça a démarré avec un projet dont nous parlions ce midi, qui a été un projet phare et un projet au cœur du développement de cette maison, qui était le projet RECOVRE, Réconcilier le travail et la protection sociale en Europe, qui a eu lieu de 2006 à 2011. C'est le moment où, au fond, on a appris à gérer ces grands programmes sur la question de l'Europe sociale. Et c'était piloté à l'époque par Bruno Payet et surtout Denis Bouget. Denis, tu es où? Je ne te vois pas. Il est caché derrière. Alors, je veux juste saluer Denis, parce que prof d'économie à Nantes, ancien directeur de la MSH, mais aussi membre actif à la fois de l'Observatoire social européen et de l'Institut syndical européen, les deux institutions que nous accueillons aujourd'hui. Et si cette manifestation a lieu aujourd'hui, on peut le dire, c'est à l'initiative de Denis, c'est lui qui l'a pensé, c'est lui aussi qui l'a largement construite, en y passant beaucoup de temps, donc mille merci à toi. Il y a eu évidemment après de nombreux autres programmes sur les questions européennes, par exemple un programme sur l'emploi des femmes et le marché du travail en Europe, Flo, c'était Pascal Caillou qui s'en occupait, et puis ensuite d'autres programmes que certains connaissent parmi vous, comme la chaire de philosophie de l'Europe de Jean-Marc Ferry, ma propre recherche européenne Jean Monnet sur la théorie politique de l'Europe, ou le grand programme financé par la région des Pays de la Loire, Alliance Europa, qui s'occupe à la fois des questions de gouvernance européenne, de citoyenneté européenne, question des migrations, des migrants en Europe, et puis la question de l'interculturalité. Évidemment, des institutions qui ont comme ça une tradition intellectuelle, une orientation tournée vers la question de l'Europe et du social, elles pouvaient nécessairement qu'être enthousiastes à l'idée d'accueillir, pour la première fois, peut-être un bilan, une discussion autour du bilan social de l'Union européenne. Donc, ce document, version française, mais aussi la version anglaise. Et donc, je voudrais remercier à la fois l'Institut syndical européen, à travers la personne de Philippe Rocher à ma droite, et l'Observatoire social européen, à travers Bart van Eck, ici à ma gauche, qui en est son directeur. Et puis, devant nous, vous allez les entendre tout à l'heure, des membres actifs de l'Observatoire, Dalila Guelani et Slavina Spasova. Merci à vous, merci de votre présence, merci aussi pour le travail de référence que vous constituez, parce que ceux qui ont l'habitude de manier ce document, ou si vous le découvrez, vous verrez, c'est vraiment un document de référence sur cette question. Et comme en plus, on en est à la 19e année, ça veut dire que le bilan annuel entre dans l'âge adulte, et on voit bien qu'il est dans l'âge adulte parce qu'il y a à la fois énormément d'informations précieuses, il y a aussi beaucoup d'analyses variées qui sont proposées, et même une partie de propositions originales pour faire vivre l'Europe sociale. C'est très intéressant, et il y a deux dimensions que je voudrais souligner. Il y a un équilibre subtil dans ce document-là entre le sérieux de la recherche académique d'un côté, mais aussi la volonté de faire un document qui alimente un débat beaucoup plus large en direction de la société civile.
c'est pas facile de trouver l'équilibrage entre parler à tous et avoir des exigences scientifiques lourdes. Et il se trouve que c'est très réussi, ça pourrait nous servir de modèle largement pour beaucoup de choses. Et puis vous verrez, ce sera l'objet de la discussion plutôt à la fin, et Philippe Pochet le présentera. Il y a aussi une volonté de lire le social d'une manière très élargie aujourd'hui, et notamment d'aller vers la question de l'articulation des politiques sociales et des politiques environnementales, sujet qui évidemment, surtout en France en ce moment, il y a une attente forte, puisque la contestation sociale forte et profonde le rend très perceptible. Je termine, nous sommes au tout début de l'année 2019, c'est l'année des vœux, donc je vais vous souhaiter une bonne année, mais je voudrais quand même vous souhaiter aussi une bonne année à l'Europe, parce qu'en 2019, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de plein de points de vue. Ne l'oubliez pas, il y a une élection évidemment au Parlement européen en mai 2019, mais derrière, toutes les instances dirigeantes de l'Union européenne vont être renouvelées. La Commission, et on sait que Jean-Claude Juncker n'est pas candidat à sa succession, mais aussi le Conseil européen, Donald Tusk quittera ses fonctions début décembre, et même il y aura un nouveau président de la BCE, puisque Mario Draghi partira lui-même fin octobre. Donc tout le monde sera renouvelé dans l'année. Deuxième chose, il y a 12 élections majeures, présidentielles et législatives dans l'année, au sein des États membres de l'Union européenne. Je vous épargne la liste, mais enfin, il y a des gros pays dedans, hein, Pologne, Portugal, Grèce, Danemark, etc., Roumanie, Belgique, qui est quand même en crise gouvernementale assez importante. On a l'habitude. Ouais, je sais. Alors, tout le temps des élections. On pourrait prendre ça comme un signe de vitalité démocratique, au fond, c'est pas grave, mais en même temps, on sait que toutes ces élections vont s'opérer avec la menace de partis europhobes qui sont très lourdement présents. Troisième chose, n'oublions pas, en 2019, c'est au moins le 29 mars, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui est quand même un événement historique, avec toutes les incertitudes qu'on a autour du Brexit. Est-ce qu'on aura un accord à Chine extremis, un divorce brutal, un report de la date, ou même un second référendum, comme certains le demandent? Et puis, dernier point, last but not least, n'oubliez pas, 2019, c'est aussi le vote du cadre financier pluriannuel de l'Union, ce qui signifie que le budget de l'Union européenne pour 2021 à 2029 sera fixé là, et finalement, les engagements et les paroles des uns et des autres, on saura un peu plus leur réalité à la fin de l'année, y compris sur la question de l'Europe sociale. Donc, il me semble heureux et souhaitable que l'Europe fasse l'objet de débats, même et surtout si elle est contestée et qu'elle est critiquée, et ça aussi c'est souhaitable. Mais l'important, c'est qu'il n'y ait pas un seul enjeu qui cache tous les autres. C'est le risque évidemment de la période qui s'ouvre. Et donc, en inaugurant d'une certaine manière l'année par un débat sur l'Europe sociale, je crois que nous contribuons à poser le débat dans ses dimensions essentielles. Et donc, je vais laisser la parole à la fois à Philippe Pochet et à Bart van Aert pour présenter ce qu'est précisément le bilan social de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci. Ça marche. Merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup Denis, même s'il n'est toujours pas là, je pense. C'est pas grave, il est caché, il va rentrer tantôt. Merci pour l'invitation. Je suis très impressionné que le 8 janvier, l'amphithéâtre, même si c'est un petit amphithéâtre, est tellement rempli de personnes qui veulent nous écouter, qui veulent débattre avec nous sur l'Europe sociale, notamment dans cette année importante. Donc j'en suis vraiment ravi. Et effectivement, on produit ce bilan social depuis 19 ans, donc bientôt, voilà, on va faire une petite fête cette année pour la 20e édition. Et je pense que, mais c'est Philippe qui a vraiment la mémoire de l'institution qui est l'Observatoire social européen. Je pense que c'est vraiment la première fois qu'on présente ce bilan social en France, en tout cas dans la période, dans l'histoire récente. Donc j'en suis vraiment ravi. Et merci pour l'invitation et l'organisation. Vous savez peut-être que l'Observatoire social européen, ou vous ne savez pas que l'Observatoire social européen est un centre de recherche, je dirais, à l'origine francophone, ou même franco-italien, si vous voulez savoir. Centre de recherche indépendant, on est bien sûr situé à Bruxelles. Et donc on produit depuis 19 ans ce bilan social de l'Union européenne, ou Social Policy in the European Union, la version en anglais, depuis beaucoup d'années. On fait chaque année un état des lieux de l'Europe sociale. Tu as déjà apporté quelques éléments. On essaie de couvrir
à la fois, c'est vraiment le focus du livre, la dimension européenne, bien sûr, hein, c'est ça le plan de départ, mais de plus en plus, au fil du temps, c'est vrai qu'on couvre de plus en plus aussi les politiques au niveau national d'une perspective comparative. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps. Donc un état des lieux de l'Europe sociale. On prépare la 20e édition. Si on gagne, bien sûr, Philippe, l'appel d'offres que l'Institut social européen lance à chaque année, parce que bien sûr, on doit être en règle, hein, avec les règles européennes, et donc on espère de gagner pour la 20e fois cet appel d'offres. Ce n'est pas garanti, mais il y a beaucoup de chance, disons. Initialement, donc juste quelques points d'éléments qui ont changé au fil du temps, d'ailleurs aussi avec les changements tant au sein de l'Institut syndical européen qui prend donc l'initiative et l'Observatoire social européen qui mène ce livre. Initialement, je dirais que le bilan était largement destiné à informer, hein, et tu l'as déjà souligné Arnaud, à informer surtout des acteurs sociaux, c'est-à-dire des syndicalistes, des représentants des ONG, comment on dit en français, ouais, ONG, ok. Et donc c'était largement un livre qui était largement descriptif. Au fil du temps, il y a eu, disons, deux changements importants. C'est devenu beaucoup plus analytique, hein, beaucoup plus d'analyse. Aussi, à vrai dire, parce qu'à un moment donné, il y avait tellement peu de choses à décrire sur l'Europe sociale, parce qu'il y avait tellement peu d'initiatives, notamment pendant la commission Barroso, mais ça c'est une petite parenthèse, qu'il fallait bien analyser plutôt que décrire. Deuxième évolution, c'est que de plus en plus, le public cible est devenu académique. On a gardé, je pense, le public, et l'Institut syndical européen, bien sûr, souligne que c'est ça qu'il faut continuer à faire. Donc on a gardé les acteurs sociaux, mais on a rajouté clairement un public beaucoup plus académique dans le cadre de ces analyses. Un élément qui s'est aussi rajouté au fil du temps, c'est qu'effectivement on ne veut pas se contenter à décrire, à analyser. On essaye, et merci d'avoir souligné qu'on le fait de façon subtile, on essaie aussi d'influencer quelque part les décideurs politiques, c'est clair, je peux le dire entre nous. Donc il y a cet aspect, voilà, de, je ne sais pas comment on dit, agency en français, donc d'influencer. Et donc c'est pour ça que presque chaque chapitre de ce livre, chaque année, et vous allez écouter tantôt Dalila Slavina là-dessus, comporte normalement des recommandations aux décideurs politiques. Donc, changement d'analyse qui se reflète aussi dans les auteurs. Hein. Donc, initialement, les auteurs étaient notamment des chercheurs à l'Observatoire social européen. On est un petit centre de recherche. Maintenant, on est une dizaine de chercheurs, un peu moins en fait, mais aussi des chercheurs de l'Institut syndical européen, qui est un peu plus grand. De plus en plus, les auteurs sont aussi académiques. On a eu les Jonathan Zeitlin, les Frank van den Broeke, les Anton Hemerek, les Bruno Palier, les Vivian Schmidt et collègues de ce petit monde académique. Et donc ça fait aussi qu'en termes de visibilité, on est beaucoup plus visible maintenant de ce côté-là. Ce changement, le changement que j'évoquais, c'est-à-dire d'essayer d'influencer aussi les débats et de ne pas juste simplement les décrire, se reflète aussi dans la dissémination, dans la visibilité. Disons, de façon classique, on fait toujours une conférence de présentation au CESE, comme on dit, Comité économique et social européen, c'est ça, à Bruxelles. Depuis 2 ans, on fait aussi une présentation au Parlement européen, hein, parce qu'on veut vraiment discuter en direct avec les parlementaires européens qui sortent jamais de leur institution, donc il faut aller là. On le présente aussi dans les comités européens les plus importants, style ou du type comité pour l'emploi, comité pour la politique sociale, donc c'est les comités où les hauts fonctionnaires des 28 États membres conseillent leurs ministres. Et donc on va présenter le bilan social depuis 3-4 ans en direct dans ces comités, de nouveau dans un but d'influencer la décision politique. Enfin, et puis je suis sûr que Philippe va rajouter d'autres éléments historiques, disons, mais c'est un tout petit changement, malheureusement, en termes de genre.
initialement, les auteurs du bilan social étaient surtout des hommes. Il y a heureusement maintenant de plus en plus de femmes auteurs, mais pas encore assez, je veux être très clair là-dessus. Et c'est la première année maintenant Dalila Gailani qui est ici. C'est la première fois qu'il y a dans l'équipe des éditeurs une femme, et donc ça c'est certainement quelque chose. Hein, donc cet équilibre genre qu'on doit absolument poursuivre. Je vais le dire moi-même avant qu'il y ait une question de la salle. Voilà, c'est les éléments que je voulais inclure et Philippe va certainement élaborer là-dessus. Merci. Oui, merci aussi à Denis et à Arnaud pour cette invitation. Effectivement, je crois que je confirme, c'est la première fois qu'on présente le bilan en France, malgré que depuis l'origine il était en français. Et je pense que c'est effectivement très important et ça indique peut-être aussi quelque chose sur le débat ou la nécessité de débat. Je ne suis pas sûr qu'il y a 3 ans, il y a 5 ans, on aurait eu un auditoire quasi plein. On aurait eu peut-être une dizaine de personnes encore passionnées par cette Europe sociale difficile à trouver à cette époque-là. Mais ça nécessite, ça montre aussi un air du temps qui est peut-être en train de changer. Je ne veux pas dire en termes pro-européens, on sait bien qu'il y a là un large débat, mais en tout cas, que la question européenne revienne dans le débat public de façon critique et je pense que c'est important. Le bilan, et j'espère qu'on sera invité pour le 20e, comme ça vous pourrez déjà mettre dans votre bibliothèque 2 exemplaires l'un derrière l'autre, mais c'était ça l'objectif. L'objectif, ils se ressemblent un peu tous, mais c'est que quelqu'un ait 20 exemplaires et se dise mais qu'est-ce qui s'est finalement passé en 2004 ? J'ai plus beaucoup d'idées de ce qui s'est passé. C'était quoi les débats? Parce qu'il est très important, et c'était ça aussi un des objectifs, Bart l'a mentionné aussi brièvement, de garder la mémoire des débats, de garder la mémoire de ce qui a déjà été essayé en matière d'Europe sociale, de ce qui n'a pas marché, de quelles étaient les ambitions. Et je vais donner un exemple parce que j'ai trouvé ça extrêmement frappant, y compris le niveau de la Commission européenne, je peux le dire ici, de certains de ses fonctionnaires. Dans la présentation à Bruxelles, je disais, c'est bien parce qu'après la commission Barroso, la commission Juncker est revenue à la normale. Revenue à la normale, pour moi, c'est que la commission, par les traités, tout le monde le sait, est censée faire des propositions et ne pas attendre de savoir que tout le monde est d'accord avant d'oser faire le moindre pas. C'est pas ça qui est écrit, de faire des propositions, de s'avancer, de faire du lobbying pour faire passer ces propositions. Et il y a d'ailleurs quelques propositions qu'on va débattre aujourd'hui sur le pilier social, sur la santé et sécurité, qui sont assez intéressantes. Et le fonctionnaire de la commission m'a dit je suis Monsieur Pochet, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Je me suis dit, j'ai essayé d'être très poli, je pensais être très positif. Nous avons fait un boulot formidable. La commission que nous avons en place a fait en matière sociale ce qu'aucune autre commission n'a fait. Et je me suis dit, je suis un peu vieux. J'ai commencé dans les années 80, fin des années 80, de l'époque de Delors. Il y avait un programme d'action de 89 avec 50 propositions. Ici, nous discutons de quelques initiatives en matière juridique. Il y a là un débat. À ce moment-là, il y avait une ambition, une vision. Ici, il y a quelque chose qui bouge, mais ça n'a rien à voir avec les débats précédents. Et n'essayez pas de commencer à raconter une histoire, un nouveau narratif, qu'il y a une découverte de l'Europe sociale. Il y a simplement une certaine normalité, qu'il y a un débat et qu'il y a des propositions qui sont poussées et adoptées. Et je pense que le bilan, au-delà de cette anecdote, c'est ça aussi. C'est de se souvenir ce qui a été fait, ce qu'on a essayé, notamment la méthode ouverte de coordination, où Bart et moi, on a pas mal discuté, cette méthode sauf de faire du social. Et on a toujours des avis assez contradictoires si ça marche ou si ça ne marche pas, mais ça c'est le débat académique et politique. Mais je pense que c'est un point extrêmement important. Ce qui est clair de ce bilancier, après ça j'arrête, c'est qu'on a ici maintenant le débat sur le débat européen est un débat qui doit se lire selon moi de façon beaucoup plus globale. On est devant, et je présenterai quelques idées en fin de conférence,
devant un enjeu sans précédent qui est celui du changement climatique, dans lequel on a bien peine à articuler des réponses. On est devant un deuxième enjeu sans précédent qui est celui de la digitalisation et des formes d'accélération technologique qu'on est en train de voir. Et on est devant un troisième enjeu dont on voit tous les jours et dont la France maintenant fait les couvertures des TV, de la gouvernance politique au niveau national et au niveau international. Donc on est dans trois enjeux extrêmement forts, dans lesquels, comme n'importe quel moment, il y a des opportunités et il y a des risques, mais aussi, où je pense que ce bilan-ci est déjà une sorte d'anticipation, il y a la nécessité, non seulement ce que tu avais dit, de décrire, ce qui a été fait depuis le début, non seulement la nécessité d'analyser, mais aussi d'essayer de faire un peu de prospective. Comment structure-t-on ces mondes, ces grands changements systémiques qui sont en train de se passer? Comment est-ce qu'on peut commencer à les penser de façon toujours académique? Ce n'est pas ici de faire du pamphlétaire, mais d'essayer non seulement de les penser chacun, mais de les articuler. Comment articule-t-on une réflexion sur le changement climatique et numérique et la gouvernance? Ce n'est pas trois domaines, ce n'est pas trois futurs. Donc merci de l'invitation et on attend que l'œuf va exploser d'idées, puisque c'est comme ça apparemment que s'appelle ce lieu.